Bienvenue à la première séance de Lab Pitch au Forum des sciences cognitives. Je remercie les laboratoires présents d'avoir accepté de participer à cette séance et de nous présenter leur équipe et leurs activités. Merci à nos spectateurs qui sont là en direct pour poser vos questions au laboratoire. Et un grand merci à notre membre de l'équipe, Raphaël Gazer, pour l'organisation des pitchs de ce week-end. Avant de commencer la première séance, je vous rappelle quelques détails à nos auditeurs. Que vous suivez la conférence sur Crowdcast, sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez poser vos questions qui seront transmises au laboratoire après chaque pitch. Nous vous prions de mettre l'acronyme du laboratoire au début de votre question pour qu'on sache à quel laboratoire vous voulez poser la question. Sur Crowdcast, vous pouvez aussi voter pour vos questions préférées. Nous allons commencer avec le laboratoire CHART, ou Cognition humaine et artificielle, présenté par la directrice du laboratoire, Madame Isis Struck, et soutenu par Madame Joëlle Provasi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Il suffit de me dire le mot next ou suivant quand vous souhaitez passer à la slide suivante. Entendu. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, on va parler de notre laboratoire, donc Cognition humaine et artificielle. Donc, je suis Isis Struck, directrice du laboratoire. Et je suis Joëlle Provasi, la directrice adjointe. Next. Next. Donc, Chart, l'ADN de Chart, du laboratoire, c'est de comprendre la cognition humaine et de créer des technologies au service de tous les humains. Et donc, on a 3 items là qu'on voudrait mettre en avant. Le premier, donc, c'est il faut mieux prendre en compte les capacités, les besoins et les motivations des humains. On cherche à développer des modèles de cognition humaine et artificielle. Et bien sûr, très important, on cherche à placer l'humain au centre des processus de recherche et de développement, ce qu'on appelle le Human-Centric Design. Et alors, le point fort, nous semble-t-il, dans notre laboratoire, c'est que donc, nous avons des spécialistes en psychologie, mais également en informatique, au sens général, et donc, nous créons des outils en réponse donc, à des besoins sociétaux. Next. Alors, nous sommes donc la réunion de 3 établissements. Nous sommes issus de 3 établissements, donc nous sommes sous 3 tutelles. L'Université Paris 8, l'Université Paris-Est Créteil et puis l'École pratique des hautes études, PHE. Chart est membre de l'Institut Carnot Cognition. Et donc, au sein du laboratoire, on a 32 permanents, dont 12 qui sont habilités à diriger des recherches. Et nous avons actuellement une quarantaine de doctorants et postdoctorants. Pour donner une idée, donc on a mis les projets entre 2014 et 2019, j'ai même mis début 2020, on est à un peu plus de 9 millions d'euros de budget. Next. Alors, l'organisation scientifique du laboratoire, elle est sous la forme d'abord de ces mots-clés qu'on a voulu indiquer ici, donc sur, bien sûr, la cognition, la psychologie, l'apprentissage, l'oculométrie également, l'éducation, la simulation, on calcule des métriques, on s'intéresse aussi aux questions du handicap. Et donc, next, nous avons donc, encore next, nous avons donc 6 thématiques dans le laboratoire qui sont donc technologie cognitive, modélisation et simulation de la cognition et des interactions sociales, cognition et décision, sciences cognitives et éducation numérique et apprentissage, handicap et technologie et cognition et adaptation. Alors, next, vous aurez demain donc des présentations de 3 de nos doctorants, donc qui évidemment s'inscrivent dans ces axes. Mais là, ici, donc, nous allons faire un petit tour d'horizon rapide. Alors d'abord, il faut souligner que nous avons une plateforme à disposition pour Chart qui s'appelle le Lutin, qui se trouve à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc le Lutin User Lab. Et peut-être, Joëlle, peux-tu compléter ? Il y a donc au Lutin une technologie permettant d'enregistrer l'activité cérébrale au moyen de l'électroencéphalogramme, et également les activités physiologiques telles que la réponse électrodermale, la respiration, la température, le rythme cardiaque et les mouvements visuels lorsque la personne est statique ou même lorsqu'elle se déplace. Nous profitons d'être à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour organiser des ateliers de démonstration et des groupes de discussion ou brainstorming. Next. Alors, le premier exemple sur lequel on voulait, qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, donc c'est ici le couplage mobile eye tracking et puis motion capture.
L'idée, c'est de définir des métriques, donc comme on l'a écrit, issues de couplage multisource, puisqu'en fait, aujourd'hui encore, il est difficile de relier des processus cognitifs à des métriques objectives, et notamment en temps réel, en particulier ce qui nous intéresse pour surveiller, monitorer, comme on dit, les processus cognitifs qui peuvent être des processus donc d'opérateurs, de pilotes, d'élèves, etc. Et autant d'humains qui sont en situation de tâches difficiles, en situation de résolution de problèmes, en situation d'apprentissage, etc. Donc, on fait un certain nombre de couplages. Peut-être, Joël, peux-tu… Oui, on peut donc obtenir différents couplages entre l'oculométrie et, par exemple, l'électroencéphalogramme, ou encore entre l'oculométrie et les systèmes de capture des mouvements tels qu'on peut le voir sur l'épaule, ou alors avec les indicateurs physiologiques comme la réponse électrodermale et la réponse cardiaque telle qu'on peut le voir sur le buste de la personne, ou alors aussi entre l'oculométrie et les mouvements plus fins et plus précis tels que l'écriture que l'on peut voir ici sur la tablette. Next. Alors, deuxième type de recherche que l'on fait également à Chartres, donc ça concerne des agents artificiels mis à disposition, si j'ose dire, pour des questions de handicap. Et donc, on s'intéresse à des déficits neurodéveloppementaux, comme l'autisme, la dyspraxie, TDAH. Donc, TDAH, ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc là-dedans, on a en fait deux axes de recherche en particulier. D'abord, on va chercher à caractériser ces déficits neurodéveloppementaux. Et puis, bien sûr, en parallèle, on va chercher à développer des interfaces naturelles. Donc, une interface naturelle, c'est une interface qui est invisible quelque part et qui ne nécessite pas d'apprentissage, donc qui se fait oublier en fait, qui est très intuitive. Donc, c'est ce genre de choses que l'on cherche à développer. Next. Il y a dans la lignée un petit peu de ces travaux un projet là qui a démarré le 1er janvier dernier, 1er janvier 2020, un projet ANR, qui s'appelle e-Recheck, avec pas mal de partenaires. Et l'idée donc c'est d'avoir en fait de mettre en place un robot plutôt co-rédacteur. Et donc dans les images, dans les deux vidéos qui tournent en boucle, on a donc à gauche le robot Nao qui écrit, et puis à droite donc on a un enfant qui a un certain nombre de comorbidités, donc il est en l'occurrence que je dise pas de bêtises, dyspraxique, dyslexique et puis TDAH. Et donc au début, il était complètement fermé en fait à la remédiation, c'était compliqué. Et puis là, on s'est rendu compte que eh bien la méthode a commencé à démontrer son efficacité. Et donc le robot Nao écrit chat volontairement mal. Et puis donc l'enfant, eh bien, il va aider le robot. Donc c'est pas l'enfant qui est en situation d'échec, c'est le robot qui est en situation d'échec. Et l'enfant va aider le robot à écrire correctement et il va du coup lui montrer comment est-ce qu'il faut faire pour bien écrire. Donc, l'écriture de l'enfant se trouve dans la partie basse, l'écriture du robot dans la partie haute de la vidéo. Et donc, quand l'enfant écrit, eh bien, il y a ces rectangles et ces carrés noirs dans lesquels il va pouvoir s'appliquer et donc indiquer comme cela au robot comment il faut écrire correctement le mot chat. Next. Autre type de travaux, donc là il s'agit d'un nouveau concept d'écosystème en fait pour les soins aux personnes âgées. C'est un projet européen. Il y a 5 partenaires européens. Il y a l'Ukraine, la Slovénie, l'Espagne, l'Angleterre, la France bien sûr avec Chartres et puis d'autres pays. L'idée donc c'est vraiment de placer au centre de ces canaux de communication multimodaux, de placer la personne vulnérable, la personne âgée, la personne vulnérable, la personne dépendante. Et donc, on va en fait créer comme ça autour différentes sphères
où il va y avoir toutes les parties donc électroniques qu'on connaît bien, hein, tout ce qui est électronique embarquée avec la domotique, avec évidemment bon, tout ce qui est web, email, etc. Et puis il y a également la couche avec les aidants, les familles, et puis tout ce qui est les soignants, tout le personnel soignant. Et puis ensuite, il y a la couche avec tout ce qui est la partie stockage sur cloud, etc. Là, il y a des travaux qui sont intéressants qui sont faits là-dessus. Et puis peut-être next. Alors là, donc ici, le dernier exemple, hein, dans les deux images que l'on voit ici, on a à gauche donc une image de scooter qui est plus simple, entre guillemets, enfin dans laquelle on va se poser moins de questions à gauche qu'à droite, puisque au moins à gauche, ils vont tous dans le même sens. Là, on travaille en fait sur la mesure de la complexité cognitive d'un événement donc perçu ou d'un événement décrit. Donc, on a un groupe dans Chartres qui travaille là-dessus. Peut-être Joël. Donc ici, on travaille avec le paradigme de la simplicité mis en évidence par Berthoz, et selon lequel le traitement cognitif est un traitement visant à trouver des solutions pour simplifier la complexité. On se fonde sur la catégorisation, la mémoire, l'apprentissage, qui sont des mécanismes cognitifs permettant le traitement de la variabilité, de la redondance et de la sélection. Alors, au laboratoire Chartres, les mécanismes sont étudiés aussi bien chez le jeune enfant nouveau-né, chez l'enfant prématuré, chez l'enfant à trouble autistique, la personne âgée ou en situation de handicap, et même l'adulte face à des prises de décision complexes comme doit le faire le contrôleur aérien. Next. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Truc et Madame Provasi. Nous allons passer aux questions. Alors, je vois qu'il y a une question, qui est par Victor Auger. Comment se déroule le processus de recrutement pour les stagiaires? La structure accueille à partir de quel niveau d'études? Pour quelle durée? Merci de votre présentation. Alors, les stagiaires, on peut avoir, en tout cas à Paris 8, hein, moi je suis professeur d'informatique à Paris 8, donc à Paris 8, on prend habituellement des étudiants de M1 et de M2. Il peut nous arriver de prendre des L3 également, s'ils sont bons. Et donc, le processus de recrutement, il faut qu'on voit les personnes, qu'on discute et que les gens soient motivés. Mais... Merci. Il y a une deuxième question qui vient d'arriver. Au vu des spécialités de votre laboratoire, vous ne prenez que des stagiaires de psycho ou d'info ou vous êtes ouvert à d'autres filières? C'est plutôt psychologie et informatique, ergonomie aussi, on a pu avoir. Alors peut-être Joël, tu peux compléter? Oui, on a eu des étudiants en orthoptiste, mais en général, oui, c'est plutôt informatique et psychologie. Merci. Et psychomotricien aussi. Si on a des gens intéressés, je pense, qui ont envie de faire des choses, je pense qu'on peut les regarder, hein, on n'est pas sectaire. Hein. Merci. Et là, je vois une troisième question depuis Raphaël Esposito depuis YouTube. Bonjour. Connaissant les difficultés qu'éprouve la personne dyspraxique à réaliser le geste graphique, ne serait-il pas mieux de mettre en place un moyen de compensation tel que la synthèse vocale? C'est-à-dire de remplacer le robot par de la synthèse vocale? Oui, apparemment. Malheureusement, il ne peut pas. Oui, peut-être que je peux redire un petit peu. L'idée, en fait, ou alors j'ai mal compris la question, c'est possible. Mais l'idée, donc, c'était le slide numéro, je ne sais plus combien, si vous vouliez le remettre. Le numéro 10 dans la liste, numéroté 8, mais 10 dans la liste. Enfin bon. Mais l'idée, en fait, dans ce travail,
c'est de, en fait, les enfants qui sont dans des situations difficiles comme ça, là, c'est à la Pitié-Salpêtrière avec l'école Jean Joyler, pour ne pas la citer, qui se trouve dans la Pitié. En fait, il est souvent difficile de faire de la remédiation avec des enfants comme ceux-là. Et l'idée, en fait, de mettre un robot qui soit à côté, donc avec une présence humaine qui existe, mais enfin qui est discrète, et que du coup l'enfant est valorisé, c'est-à-dire que l'enfant est obligé d'être, c'est lui qui devient le professeur en fait. Donc c'est pas lui qui est mauvais et qu'on montre du doigt. L'enfant est au contraire valorisé et on dit ben non, t'es pas mauvais, au contraire, tu sais plutôt bien écrire et le robot il est vraiment nul, il sait vraiment pas écrire. Et tu vas lui expliquer comment faire, parce que justement, toi, tu as des capacités. Et c'est vraiment de prendre la chose comme ça. Donc après, bon, on peut faire la synthèse vocale ou d'autres choses, mais l'idée là vraiment, c'est de mettre l'enfant dans une situation où il est le chef, quoi. Il est fort. Donc le robot est assez bien adapté pour ça. Enfin, il y a eu plusieurs travaux. Le projet ANR qui a été obtenu là, qu'on a obtenu au 1er janvier 2020, il est quand même, bien sûr, comme vous en doutez, la conséquence, la résultante de travaux antérieurs qui ont montré que ce type de procédés peuvent quand même être intéressants, hein, très probablement. Merci, madame. Je suis désolée, on est arrivé à la fin de votre pitch. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente. Merci, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci.